temps, moins de l'équipe. Alors, ce sport, le rugby, implique l'engagement total de chaque joueur au profit de son équipe. L'entraîneur, par exemple, va dire aux joueurs, mais le ballon, c'est de l'or. Et l'or, tu dois le conserver. Tu dois le conserver au profit de ton coéquipier à qui tu vas le passer. C'est certain qu'au rugby, le ballon, c'est de l'or, il ne faut surtout pas le perdre. Mais à partir du moment où un joueur reçoit le ballon, en même temps, il reçoit tout un tas d'emmerdements. Pour la bonne raison que l'adversaire va se focaliser sur lui pour lui passer le ballon. Alors là aussi, c'est un aspect assez étonnant du rugby. Chaque fois qu'un joueur a le ballon, il devient le leader, alors tous les adjectifs que vous voulez, technique, charismatique, etc., de son équipe. Et il ne va pas le rester, parce qu'il faut qu'il rende le ballon à quelqu'un, et comme on dit au rugby, qu'il le rende propre. Autrement dit, un ballon utilisable. Alors à ce moment-là, il a fait son boulot de bon joueur. Et c'est vrai que cet ensemble de notions nous rapporte à deux très vieux principes qui irriguaient la société, c'est pas un mot que j'aime bien pour l'époque, française de l'Ancien Régime, le fort porte le faible, et un pour tous, tous pour un. Ça, c'est vraiment un pragmatisme du rugby. Alors il y a aussi d'autres aspects. Les entraîneurs vont dire à leurs joueurs, il faut tout donner. C'est bien beau. C'est quoi ce tout qu'on va donner? Alors ce tout, c'est énorme. C'est l'énergie mentale, la concentration. Vous voyez, les gars sont sur le terrain, le public hurle, sa joie, sa désapprobation, qu'importe, ses encouragements. Ils ne les entendent pas tellement ils sont concentrés. La volonté farouche, une forme physique parfaite, une technique éprouvée. Alors, tout donner, ça veut dire aussi avoir conscience de ses limites personnelles, des limites des coéquipiers de son équipe, mais également des limites de l'adversaire, parce qu'il faut gagner en étant très costaud, c'est certain,
mais en profitant de la bonne connaissance qu'on a des limites de l'autre. Donc il y a une forme à la fois de respect, de combat, le rugby est le seul sport de combat collectif existant, et de finesse. C'est un jeu d'une extrême subtilité. Malgré l'aspect ou l'image immédiate qu'on en a quand on voit les gros balourds qui se foncent l'un sur l'autre dans un impact, puis ça fait floc, la viande contre la viande, mais c'est un jeu d'une extrême subtilité. Et alors, ce jeu, cette formation, cet engagement, eh ben, c'est le jeu sportif, le jeu personnel, c'est le jeu social, c'est tout ça. Il faut jouer, gagner avec les atouts que l'on sait avoir et les faiblesses de l'adversaire que l'on doit découvrir. Alors quand on a donné ce tout, ben c'est vrai qu'après le match, on est vide, et le joueur est vide, et ce vide, il le remplit d'émotions, essentiellement d'émotions. Alors, on constate facilement, assez rapidement, que la vie démocratique du Stade Foyen est conditionnée par ce sens pragmatique du jeu collectif, et ce qui est étonnant, mais je le disais déjà, c'est que ça répond à un besoin qui ne s'exprime pas, qui se vit. C'est une démocratie participative vécue en permanence. On ne se pose pas de questions. On vit le présent. Et ça, vivre le présent, c'est un aspect que je trouvais assez étonnant dans le rugby. On vit le présent au mieux de ses capacités et pour le bien-être de tout le groupe. Alors, un caractère évident de ce vécu du présent, c'est l'oralité, la primauté de l'oralité au rugby. Alors, ça peut être la parole de l'entraîneur. La parole de l'entraîneur, c'est quelque chose d'étonnant. Vous écoutez les gars qui entraînent les cadets, les juniors, les seniors, n'importe quoi. Bien entendu, il y a des propos techniques, des conseils, etc., des pratiques qui sont verbalisées. Mais il y a aussi le futur engagement dans le match. Donc, ça va être des phrases brèves, courtes, aboyées, incisives, désagréables, parfois mordantes, mais plus que ça. Moi, je les écoute, mais je me dis, leur prof leur parlerait comme ça, l'inspecteur d'académie serait convoqué dans la salle dans les 15 minutes qui suivent. Au rugby, ça fonctionne remarquablement bien, parce que l'au-delà de cette parole qui peut être rugueuse, merci, roborative, ben c'est le match qui, lui, sera encore plus rugueux, encore plus roboratif, et qui va se jouer dans quelques minutes. Alors, tout se passe, c'est vrai, comme si le match était joué d'avance, ça on le sent, mais bon, je passe là-dessus parce qu'on va y être à 2 heures de l'après-midi. Un autre exemple de la primauté de l'oralité, c'est les photos de rugby. Alors c'est vrai que depuis 4 ans que je fais le blog, j'ai vu des milliers de photos. Aucune n'est datée, aucune n'est légendée. Les gens savent, ceux qui étaient savent. Et à partir de là, un souvenir qui est à la fois émotif, affectif, intellectuel, précis, qui se reporte aux camarades, aux amis, aux copains, donc qui rejoint l'interpersonnalité très positive entre tous ces gens-là, ce souvenir, on va l'expliciter, on va se le raconter une fois de plus. Raconte-moi l'histoire quand on est passé en Espagne et que le gros pilier énorme, comme il n'avait pas de passeport ni rien, on a été obligé de le camoufler dans le coffre de la voiture, il y rentrait à peine, etc. Tout ça, on va vous le raconter, c'est merveilleux. Et très rapidement, il y a des journaux excellents. Jean-Claude Forquéa nous fait des articles excellents dans le Sud-Ouest sur le Stade Foyen. Le Midi Olympique se consacre l'intégralité de ses pages au rugby. Mais ne pensez pas pour autant que ça diminue l'importance de l'oralité. Au contraire, ça permet à tous les lecteurs d'être parfaitement au courant et de renourrir ce qui est la vraie vie réelle, immédiate, la connaissance de l'autre qu'on a par le rugby, l'oralité. Alors, ce que je constate, c'est l'adéquation entre la pensée, la parole et les actes. Très important. Quand le gars rentre sur le terrain, ça doit être au top. La confrontation immédiate et répétée avec la réalité. Alors là, c'est une réalité qui peut être brutale. Hein. L'impact sur le terrain, je vous le disais tout à l'heure, ça fait flop. Hein. On peut l'entendre depuis le bord du terrain. La présence rendue performante par l'entraînement régulier et les capacités acquises dans le cadre de ce groupe restreint. Alors, ça peut nous paraître être des caractères désuets, peut-être archaïques, mais en fait, on peut considérer aussi qu'ils définissent un type de démocratie participative, globale, active, immédiate. Alors, l'intégration des jeunes, c'est quelque chose qui est assez étonnant et merveilleux au rugby. Ça caractérise le club. Ils apprennent les règles. Ils les appliquent au mieux. Ils font des efforts incessants pour arriver au niveau que leur entraîneur leur demande de pratiquer. Et surtout,
aux yeux des adultes, ils sont légitimés, non pas parce qu'ils appliquent les règles, mais par les efforts qu'ils ont faits pour tenter d'appliquer les règles. Et vous vous rappelez le mot de Pascal, on ne mesure pas, je cite de tête, hein, c'est pas ça, mais c'est pas grave, on ne mesure pas le niveau d'un individu au sommet qu'il a atteint, mais à la démarche et au parcours qu'il a fait pour l'atteindre. C'est à peu près ça, hein, Yves. Tant mieux, mais enfin, elle est quand même de Pascal. C'est pas une fausse. Et alors, les jeunes, c'est aussi la fête, c'est la troisième mi-temps, c'est le sens de la dérision. Avec eux, c'est ce qu'il y a d'agréable. Ils passent très rapidement du jeu sportif au jeu social. Alors, dans les deux cas, il y a les frictions, les impacts sur le terrain, l'engagement physique, mais dans le jeu social, il y aura aussi les frictions, ce qu'on appelait jadis les partages d'opinion, qu'on appellera aujourd'hui les conflits. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que le rugby et le Stade de Foyer en particulier ont suffisamment de capacité, d'allant, pour lisser tout ce qui peut être conflit, petites divergences, etc. Ça doit marcher, et ça marche. Alors, il y a des problèmes d'intendance et d'administration. Ça ne se fait pas tout seul. Pour 350, 360, je ne sais plus combien licenciés en tout, le budget est d'un peu plus de 200 000 euros, pardon. 2 millions, on serait en top 14 ou presque, on serait à un niveau supérieur. De 200 000 euros, ce qui n'est pas rien. Il faut trouver cet argent. Il le trouve. En même temps, il y a des repas organisés, il y a 3-4 gros repas, la quine, le machin, des fêtes. Les gens offrent du vin, du matériel, leur temps, leur capacité, leur connaissance. Ils ouvrent leur carnet d'adresses. C'est-à-dire que une fois que les questions d'intendance sont bien réglées et que l'administration, la gestion du club est bien assurée, on a l'impression que cette démocratie participative active s'est donné un cocon protecteur, une carapace extérieure, et que dans le cadre de cette carapace, elle va fonctionner au mieux. Et le type de fonctionnement, en fait, c'est pour quel but, quel est le retour de ces multiples engagements, chacun qui va apporter sa connaissance. Le boucher fournira la viande gratos, il prête sa machine à découper le jambon, que sais-je. Ben, c'est étonnant, que du bonheur. Le bonheur de vivre ensemble. Et de même façon qu'on a constitué un engagement immédiat, le bonheur, on le recueille immédiatement. Et là, c'est une notion qui m'enchante quelque part. C'est le don et le contre-don, tout simplement, de Moss. Bon, allez, je passe. Alors, à partir de là, je me suis posé des questions. D'une part, l'air de rien, j'ai remis en cause très strictement 3 minutes. Qui doit aller se faire cuire un œuf? Toi ou moi? C'est comme les matchs. C'est comme dans les matchs. Mais là, je suis à ma conclusion. C'est la fin du match, il y a un coup J'ai de l'habitude sifflet. des locaux depuis hier. Pas de problème. À l'arbitre, on lui demande combien il reste. Alors il fait comme ça, 3 minutes, etc. Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, au contraire, on râle parce qu'au lieu de laisser 3 minutes, il en a laissé qu'une et on n'a pas eu le temps de marquer l'essai de la victoire. Là, Jean, tu t'enfonces. Il ne reste plus que 2 minutes. Alors, c'est surtout la démocratie représentative que j'ai enfoncée, en creux, c'est le cas de dire. Donc, par exemple, sur l'oralité, là je vais très vite, l'oralité dans le Stade de Foyer, je ne la trouve plus dans la démocratie représentative. C'est-à-dire que tout à l'heure vous nous parlez de cette expérience, mais je ne vous ai pas demandé le nombre d'habitants dans ce bassin d'eau, mais il n'y a eu que 12 personnes concernées. À la limite, pourquoi on ne prend pas Internet ? Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous trouvez que c'est novateur ou parfaitement archaïque? Parce que par exemple, quand les sociétés de secours mutuels se créent en 1852, c'est du même type. Hein, on met 12 mecs en avant, on travaille avec eux au nom de pas mal d'autres. Alors, donc vivre publiquement le présent. Exemple aussi de ce point de vue légaliste qui nous encadre sans arrêt, les règlements, l'eau, la flotte, le machin. Jadis, quand en pays foyen, quelqu'un achetait une terre, sous l'Ancien Régime, il y avait une prise de possession de la terre. Alors la prise de possession de la terre, il convoquait le vendeur, bien sûr, les voisins, et puis il arrivait avec sa pelle-bêche, et puis tous ceux qui voulaient venir. Et devant tout ce petit monde, il faisait le tour du domaine, des limites, il cassait une branche d'arbre sur la limite, il arrachait une touffe d'herbe, il donnait un coup de bêche dans le sol, et il fallait que personne ne proteste. À ce moment-là, il avait marqué son territoire. Et tout le monde, n'ayant rien dit, ayant opiné, était donc d'accord. Maintenant, le point de vue légaliste,
il faut le géomètre, on va borner, le machin, le ci, le là. L'oralité, c'est l'économie et la qualité de la parole. Plus que 30 secondes. 30 secondes pour vous dire que ce qui m'a intéressé, mais j'aurais dû m'inscrire pour 2 interventions. Ce qui m'a intéressé, c'est les communautés d'autrefois en pays foyen. Et l'importance que l'on devrait donner à ces communautés d'autrefois. Alors le pays foyen, parce que la monographie locale m'intéresse, hein, le reste de la France, je connais à peine. Mais la monographie locale m'intéresse, mais il y a eu une multitude de communautés, la communauté de quartier, le voisinage, la famille, que sais-je, la corporation, la profession, la religion. Il y a eu des tas de champs qui vont se recouper d'ailleurs, mais qu'on n'a pas étudiés et qu'on devrait étudier. Et moi je me suis proposé de m'intéresser un peu à ça, sur 3 thèmes. Le terroir, la prégnance de l'oralité et des relations interpersonnelles immédiates. Et alors vous savez, au stade foyen, c'est fini. Quand vous les entendez, les supporters qui gueulent depuis le bord du terrain, on est chez nous, on joue à la maison, ben c'est ça, c'est le terroir, c'est la prégnance de l'oralité et ce sont les relations interpersonnelles immédiates. Alors voilà. Très bien. Oui, juste 3 mots pour introduire. Ça fait partie du beau livre de Hélène Sarrazin qui s'appelle Élysée reclus ou la passion du monde. Introduction que je recommande de Kenneth White, poète de la géopoétique. 4 mots. Hein. Oui, oh, on va faire le. Je suis pas l'acteur. Hein. Je suis pas acteur. Hein. Le plus simple est de laisser Élysée repartir pour Paris, y prendre femme, ce qui lui fera un bien considérable. Lui donner du papier à salir et de sales écus à gagner en compagnie de ses bien-aimés. C'est Élysée qui écrit. Et il continue en évoquant sa charmante petite femme à laquelle il parlerait tout doucement ce langage qu'il ne parle plus depuis qu'il aimait.